Notre conférencière aujourd'hui. Donc, il s'agit donc de Maria Angela Johnson. Je pense que j'ai pas fait de. Qui va nous parler donc d'une communication autour de l'histoire de la mode au Maroc et qui s'intitule Il n'y avait pas de mode au Maroc avant, recréer l'histoire de la mode au Maroc. Alors, Maria Angela Johnson, donc vous êtes anthropologue. Votre thèse de doctorat, elle porte sur l'industrie de la mode au Maroc. Vous l'avez soutenue en 2010 à l'université de Leiden, voilà. Et vous êtes auteur, bien entendu, d'un ouvrage issu de votre thèse qui a été publié en 2014. Et vous êtes également co-auteur avec Jennifer Craig de Modern Fashion Tradition, négocier la modernité par la mode, c'est bien ça, hein, et qui a été publié dans la même maison d'édition en 2016. Et vous êtes actuellement donc chercheuse indépendante, qui vous êtes basée à Bruxelles, et vous êtes également chercheur invité au département de recherche du Victoria et Albert Museum de Londres, où vous avez travaillé, où vous travaillez sur une collection de mode marocaine, une exposition et un catalogue. C'est ce que j'ai trouvé sur votre biographie sur Académie. Et donc vous êtes également chercheuse associée au centre, enfin vous étiez également chercheuse associée au centre Jacques Berck pour les études en sciences sociales et humaines à Rabat, où vous avez travaillé sur l'esthétique et la politique du design de mode marocaine, contemporaine. Et vous êtes également à l'initiative, vous étiez l'initiatrice de la conférence internationale, c'est New Non-Western. Voilà. Non-Western Fashion Conference, où il y a un site web d'ailleurs qu'on peut y aller voir, qui vise à rassembler donc des universitaires, des conservateurs, des designers et des professionnels de l'industrie engagés dans une réflexion créative et critique sur les systèmes de mode dans un large éventail de zones géographiques, parce que, comme vous nous avez expliqué tout à l'heure, il y a des gens, en fait, vous réunissez via les technologies modernes, même quelquefois il faut se lever de bonne heure pour faire cette conférence. Donc, vos intérêts de recherche sont l'anthropologie de la mode, la théorie de la mode, l'eurocentrisme dans la pratique académique, et ça, oh là là, la mondialisation et les concepts de tradition, modernité, du local et global. Et donc, aujourd'hui, on va vous écouter au travers donc, on va dire, je pense que votre intervention, elle va nous faire part en fait de vos travaux autour de la mode ou la question de la mode au Maroc, et je pense qu'elle pioche sur la totalité de vos recherches. Je pense que ça fait maintenant une dizaine d'années, si j'ai bien compris, voire peut-être un peu plus. Donc ça fait 18 ans que je travaille sur le Maroc, ouais. Mais vraiment ce concept d'eurocentrisme dans le discours autour de la mode, ça doit faire 8 ans que je travaille spécifiquement là-dessus. Ouais, d'accord. Eh bien écoutez, à vous la parole. Donc on se dit une petite heure. Oui. Et d'ailleurs nous avons encore un grand plaisir, c'est que c'est la première fois que vous allez présenter votre travail en français. Voilà, ça vraiment je tiens à souligner que je ne suis pas francophone et que effectivement c'est la première fois que je vais faire une présentation en français. Donc voilà, déjà je souhaite m'excuser avant. Et voilà, s'il y a quoi que ce soit, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de m'interrompre ou de me corriger même, ou de poser des questions, il n'y a aucun problème. Surtout quand on est en petit comité, c'est beaucoup plus agréable s'il y a des questions ou des remarques. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, donc malheureusement, effectivement, je vais lire ma présentation. Je serai incapable de vous le dire en français, spontanément. Et voilà, ce que je présente aujourd'hui, en fait, c'est une traduction d'un chapitre de livre que j'ai écrit qui va être publié donc, dans un volume édité autour de la décolonisation en fait, des archives ethnographiques de musées par rapport au vestimentaire.
Donc en fait, c'est effectivement l'idée, qu'est-ce qui est la mode, qu'est-ce qui n'est pas la mode. Et donc voilà, il y a une grande partie de ma présentation aujourd'hui qui se concentre justement sur les collections de musées au Maroc. Voilà, allez, on va commencer. Comme dans la plupart des pays non occidentaux, la mode au Maroc est généralement considérée comme un phénomène européen et récent, introduit sous le protectorat français au début du XXe siècle. Ceci reflète une conviction dominante au niveau national et populaire, alléguant que le costume marocain est traditionnel, ancestral et authentique, et que tout changement est moderne, européen, et par conséquent pas marocain. Ce point de vue sur le costume marocain dit traditionnel par rapport à la mode occidentale dite moderne est un mythe occidental introduit au Maroc sous le protectorat et consacré par la société marocaine au fil du temps. L'administration française a défini la société et la culture marocaine comme traditionnelle, ancestrale et authentique pour marquer la différence avec la société et la culture française, dite moderne et cosmopolite, et pour, par conséquent, justifier sa politique coloniale. Cette division artificielle entre la France moderne et le Maroc traditionnel continue de causer une dichotomie artificielle entre des notions de tradition et de modernité dans tous les aspects de la culture et de l'identité marocaine, y compris dans le design et la mode. Non seulement la tradition n'existe ni avant, ni par opposition à la modernité, mais la tradition et la modernité sont construites simultanément et sont mutuellement constitutives. En outre, la modernité occidentale n'est qu'un type de modernité parmi d'autres. Il y a diverses raisons pour lesquelles l'histoire de la mode au Maroc a fait défaut. Premièrement, elle est largement absente dans les collections publiques et les musées. La majorité des musées ont été créés sous le protectorat et continuent de témoigner d'une époque et d'un regard circonstanciel des colonisateurs. La priorité persiste à être donnée aux tenues rurales et anciennes, datant de la fin du XIXe et début du XXe siècle, selon l'idée préconçue qu'elles seraient plus traditionnelles, plus authentiques et donc de plus grande valeur historique. Les habits urbains et plus récents, qui changent généralement plus rapidement et témoignent souvent plus clairement d'influences diverses, ne sont pas reconnus comme patrimoine et ne sont donc pas conservés, alors qu'ils témoignent d'une période historique cruciale. Par ailleurs, les vêtements continuent d'être principalement considérés comme des objets physiques et statiques, où les matériaux et les décorations priment sur les significations sociales et culturelles, soulignant l'aspect costume plutôt que l'aspect mode. Ils sont affichés de manière archaïque, organisés par région plutôt que par période, et ne dépassent pas la première moitié du XXe siècle. Deuxièmement, ce qui est considéré aujourd'hui comme traditionnel marocain a été principalement défini sous le protectorat. Malgré une identité culturelle multiple et dynamique, les historiens, archéologues, ethnographes et artistes français ont été les premiers à documenter abandonnement le patrimoine culturel marocain et l'ont fait d'une manière restrictive, statique et folklorique, propre à l'époque. Caractéristique des pouvoirs colonisateurs, ils avaient pour préoccupation de créer des inventaires de la culture indigène pour distiller une réalité diffuse et désordonnée en catégories plus rationnelles, basées sur des identités collectives, organisées en termes de genre, ethnicité, religion, région et tribu. Ignorant l'histoire, ils ont standardisé le patrimoine suivant l'idée qu'il était inchangé depuis des siècles, autrement dit traditionnel et ancestral. Notamment le travail de l'artiste
Jean Besancenot a joué un rôle important dans ce qui est aujourd'hui considéré comme vêtements appelés traditionnels. Alors que son œuvre date d'une période bien précise, à savoir les années 30, ses portraits sont devenus intemporels et représentatifs d'une tradition indéterminée. Troisièmement, le protectorat français a déclenché la recherche d'une identité nationale unificatrice, dans laquelle la mode a joué un rôle central. Les nationalistes ont sélectionné des vêtements bien spécifiques pour symboliser cette nouvelle identité nationale, tout en négligeant délibérément d'autres. Et pour cela, ils se sont basés sur les récits des Français pour identifier un patrimoine dit traditionnel et ancestral, qui non seulement leur permettait de se différencier clairement des colonisateurs, mais aussi de justifier leur pouvoir politique. En conséquence, les mêmes préjugés introduits par les Français sur la société et la culture marocaine, en tant que traditionnelle et ancestrale, pour rendre compte de leur modernité et de leur supériorité, et ont été repris par les nationalistes pour justifier une identité et un pouvoir appelé traditionnel et ancestral. À cause de ces enjeux politiques, cette identité nationale, basée sur un patrimoine culturel, ce que j'appelle mise en scène, a joué un rôle principal dans la mode au Maroc. Depuis les années 60, 3 générations de créateurs ont constamment redéfini et réinventé la mode, et ce, en faisant défier cette identité nationale essentialiste. Ils ont souvent été accusés d'être trop modernes, trop européens, pas marocains, ou encore de toucher à l'âme du vêtement marocain. Pour cela, il y a un besoin de décoloniser la mode au Maroc, de la libérer à la fois de son épistème de la culture française et de son réductionnisme culturel imposé par le discours nationaliste. Le but de cet exposé est de démontrer que la division entre la mode dite traditionnelle et moderne au Maroc est artificielle et un vestige de la domination occidentale. Ceci dit, recréer l'histoire de la mode au Maroc représente de nombreux défis, avec peu de recherches scientifiques, d'archives publiques et de collections de musées. La majorité des données doit provenir de témoignages personnels, d'archives privées et de vastes recherches sur le terrain. Les données pour cette exposition proviennent d'enquêtes antérieures ainsi que de plusieurs périodes de recherche sur le terrain exécutées entre 2016 et 2018 à Casablanca et à Rabat, où des entretiens ont été menés avec des consommateurs, des professionnels de la mode et des experts. Seul un nombre insignifiant de vêtements urbains contemporains peuvent être trouvés dans les collections du musée aujourd'hui. Tant au niveau national qu'international, la priorité a été donnée aux vêtements ruraux et anciens, datant fin du 19e et début du 20e siècle, selon l'idée préconçue qu'ils seraient plus traditionnels, plus authentiques et donc de plus grande valeur historique que les vêtements urbains contemporains, qui changent plus rapidement au fil du temps et témoignent souvent plus clairement d'influences diverses. Comme le formule Ahmed Sponti, auteur de l'ouvrage Patrimoine culturel récent au Maroc, nous avons tendance à ne considérer comme patrimoine que les témoins issus de anciennes périodes de l'histoire, ou pour l'intangible, ceux perçus comme venant d'une tradition enracinée. Il y a peu de mention, dit-il, de ce qui a été produit dans les générations les plus proches de nous, de nos grands-parents et de nos parents. Il reconnaît que les œuvres de designers et de créateurs marocains ne peuvent être vues dans aucun lieu public spécifique.
et que quiconque voudrait entreprendre une histoire de ces deux domaines de la création verrait leur documentation, leurs sources d'information, les œuvres comme support pour l'analyse et la réflexion, en grande partie incomplètes. Il indique que la mode et le design ont subi au cours du XXe siècle des transformations majeures, des adaptations, des disparitions et des nouvelles créations qui justifieraient un ambitieux programme de collecte et d'acquisition pour sauvegarder ce qui peut encore l'être. La plupart des collections ethnographiques au Maroc ont été créées sous le protectorat et témoignent d'une époque et d'un regard circonstanciel des colonisateurs sur la culture matérielle du pays nouvel occupé. En 1915, l'administration française a inauguré un musée ethnographique à Rabat, dans l'ancien palais des Oudayas, datant du XVIIe siècle, qui par après est devenu le Musée national des parures et costumes. En 1993, le conservateur de l'époque, Hussein El-Kasri, a publié un article sur la collection du musée, qu'il décrit comme allant de vêtements de tous les jours au cafetan cérémonial, couvrant la seconde moitié du XIXe jusqu'au début du XXe siècle. Il confirme que différents types de classifications utilisées par les premiers ethnographes français ont été adoptés, bien que certains soient considérés comme inadéquats. Il reconnaît également que sa description de la collection et des expositions du musée manque de précision dans sa présentation de l'histoire des vêtements au Maroc, les façons de les porter et comment ils affectent le corps et les gestes de celui qui le porte. Le but primaire étant simplement de montrer leur valeur intrinsèque. Cela témoigne de la façon dont les vêtements dans les musées au Maroc sont principalement considérés comme des objets physiques dans lesquels les matériaux, les décorations et l'artisanat priment sur les significations sociales et culturelles, donnant ainsi la priorité aux vêtements plutôt qu'à la mode. Une explication importante à cet égard se trouve dans la formation des conservateurs et des méthodologies de recherche appliquées. La majorité est formée à l'archéologie et à l'histoire de l'art, dans laquelle l'objet lui-même est central. Selon l'historien Giorgio Riello, il existe trois approches différentes dans l'étude historique du vêtement et de la mode, selon lesquelles l'objet joue un rôle différent. D'abord, explique-t-il, le domaine de l'histoire du vêtement et du costume adopte les méthodologies de l'histoire de l'art et considère les objets comme essentiels à l'analyse des différentes périodes et thèmes. La recherche, explique-t-il, part de l'observation des artefacts et se concentre sur l'objet lui-même, retraçant l'évolution des formes et des styles, les changements de couleurs et donne des indications sur la signification sociale et culturelle d'un tel artefact. Cette approche est inductive, ajoute-t-il, en ce sens que des interprétations abstraites sont produites par des analyses précises d'objets. Deuxièmement, ajoute-t-il, depuis les années 80, les études multidisciplinaires de la mode se sont développées, regroupant la sociologie, l'anthropologie, l'ethnographie et les études culturelles. Ici, les assertions abstraites dans le temps et l'espace sont appliquées, à savoir confirmées, critiquées ou contestées à travers des études de cas impliquant souvent l'analyse d'artefacts. Les objets, soutient-il, sont souvent réduits à une position subordonnée pour concrétiser la théorie dans les pratiques quotidiennes des gens. Troisièmement, il y a ce qu'il appelle la culture matérielle de la mode, une méthodologie hybride empruntée à l'anthropologie et à l'archéologie.
dans laquelle l'objet est central dans l'étude des pratiques sociales, culturelles et économiques, et s'articule à travers une série de concepts qui ne s'intéressent que indirectement à la sphère matérielle. La culture matérielle, explique-t-il, cherche à comprendre le rôle d'un vêtement dans une société et une période spécifique, et se pose la question, par exemple, de savoir de quelle manière ce vêtement a contribué à favoriser le changement social. La culture matérielle, dit-il, se place sur un plan intermédiaire entre le matériel et le conceptuel et se concentre sur des évaluations et des interprétations successives dans lesquelles la théorie est transformée à la preuve et vice-versa. De plus, dans leur volume édité Fashion and Museums, Marie Richels-Melchior et Birgitta Svensson font la différence entre une muséologie du vêtement et une muséologie de la mode. En muséologie du vêtement, explique-t-il, le bloc de construction est l'objet unique et tangible, souvent un vêtement ou un accessoire. Les objets, disent-elles, sont recueillis pour la qualité du tissu ou la représentation d'une technique d'artisanat, où les collections se concentrent sur le style, la coupe et le matériau des objets, la valeur esthétique et le design, plus que sur le sens social et culturel inscrit dans les objets par ceux qui les ont portés. José Teunissen, une des contributrices à l'ouvrage, explique que les expositions de vêtements dans les musées tendent à être d'une approche historique et chronologique dans leur organisation, consistant en un défilé de mode féminine haute de gamme, organisé pour montrer la succession temporelle des modes. L'histoire, dit-elle, prend vie grâce à des tenues réelles dont les tissus, les détails et les origines sont essentiels et le contexte historique du vêtement est illustré en référençant le porteur, son genre, classe sociale, âge et statut. Pour chaque objet, une recherche minutieuse est effectuée sur les techniques d'artisanat et de couture et sur qui l'a porté et à quelle occasion. En bref, le vêtement et la mode sont collectionnés en tant qu'artefacts historiques et esthétiques distincts, décrits en termes de style, de forme, de tissu, d'artisanat et de l'histoire personnelle du porteur. Un tournant s'est produit dans les années 70, quand Diane Vreeland a radicalement changé la présentation du vêtement dans le contexte muséal, en employant des mannequins stylisés et réalistes, des techniques de parure et un éclairage dramatique. Selon Teunissen, Vreeland organisait ses expositions d'un point de vue contemporain, parce qu'elle considérait important que les vêtements exposés aient une touche moderne, même si le look n'était pas historiquement exact, tant que les résultats étaient attrayants et reconnaissables pour le grand public. Selon Richels-Melchior et Svensson, la muséologie de la mode, qui est une transformation de la muséologie du vêtement, débute dans le vêtement, puisque la mode est avant tout perçue comme un type spécifique du vêtement dans le contexte muséal, mais s'inspire davantage de la mode, la mise en scène et la performance visuelle de l'industrie de la mode, en tant que formule intégrée pour les expositions. Teunissen explique que cette nouvelle approche a également eu une influence sur l'exposition du vêtement historique, à qui il est maintenant donné une approche plus large, plus thématique, et mélange régulièrement des vêtements historiques avec des objets de mode contemporaine. Dans les deux types d'expositions, les vêtements et les objets de mode ont un rôle central, mais en même temps, ils font partie d'un récit historique, socioculturel plus large. Les objets sont la base, mais les concepts
et récits sous-jacents sont visualisés à travers des films, l'installation, l'éclairage et la scénographie. Je crois que dans les différentes photos, vous avez clairement vu une différence, comment une muséologie du vêtement par rapport à une muséologie de la mode. Donc les dernières photos là qu'on voit, c'est le musée Berbère qui a été créé par la Fondation Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, qui bien évidemment sont venus avec une approche complètement différente par rapport à l'approche qui est jusqu'à présent gardée ou utilisée dans les musées publics qu'on appelle ethnographiques, ethnologiques. Les vêtements au sein des musées au Maroc continuent à être étudiés à partir d'une approche classique de l'archéologie et de l'histoire de l'art et à être exposés selon la muséologie du vêtement, en mettant l'accent sur les objets uniques, affichés de manière archaïque et organisée pour souligner les caractéristiques collectives et régionales. Les expositions mettent en valeur l'aspect du costume plutôt que de la mode. En 2014, le musée des Oudayas a été l'un des 14 musées publics transférés du ministère de la Culture à la Fondation nationale du musée. Les principaux objectifs de cette fondation sont de donner un nouvel élan aux infrastructures des musées et de renforcer la démocratisation de la culture muséale au Maroc, ainsi que de mettre en œuvre des politiques et des approches innovantes en matière de gouvernance des musées. Depuis, le musée des Oudayas est fermé pour rénovation et un nouveau concept et une nouvelle scénographie sont en cours de développement. Le futur directeur, qui est actuellement le directeur du Musée national d'art contemporain, est un archéologue de formation. Il a commencé à inventorier la collection qui couvre la fin du 19e et début du 20e siècle et qui a été principalement établie par Jean Besancenot, sur qui je reviendrai de façon plus élaborée dans le paragraphe suivant. Au moment de nos conversations, il n'y avait pas encore de politique définie pour réorganiser la scénographie selon les développements chronologiques de la mode, et non pas selon des caractéristiques collectives et régionales héritées du protectorat, ni d'inclure des vêtements du post-protectorat ou de créateurs contemporains. Le musée est appelé à réouvrir sous le nom Cité internationale du Caftan, ce qui insinue que la collection et l'exposition se concentreront sur cette tenue devenue symbolique d'une identité nationale essentialiste. Je crois que la différence ou le senti qu'on a avec les premières collections, où il n'y a aucune description, où il n'y a aucune explication, que ce soit sur la période de la tenue, en général c'est fin 20e ou fin 19e, début, voilà. Donc il n'y a rien sur le porteur, il n'y a rien sur les circonstances sous lesquelles les tenues sont. C'est des objets esthétiques, on les présente comme des objets esthétiques. Alors qu'on voit vraiment dans la deuxième partie des photos que j'ai montrées à quel point on a un sentiment complètement différent, comme j'ai essayé d'expliquer selon cette muséologie de la mode, où on essaye vraiment de donner le message à travers une image très contemporaine pour que le public puisse, puisse avoir une meilleure dialogue au plus contemporain avec les objets, et ça donne vraiment une idée complètement différente, plus contemporaine de l'objet. Mais encore une fois, ces musées-là, c'est fait par des Français, avec des financements français. Pas n'importe lesquels. Sous tutelle, oui, français. Voilà. Ce qui est aujourd'hui essentiellement défini comme le vêtement marocain est basé sur un patrimoine culturel largement défini sous le protectorat. Malgré la position géographique du Maroc au carrefour de 3 continents et par conséquence
sa culture éclectique, dynamique et hétérogène, les historiens, archéologues, ethnographes et artistes français ont été les premiers à documenter abondamment le patrimoine culturel marocain. Ils ont caractérisé ce patrimoine comme traditionnel, authentique et ancestral, principalement pour souligner la différence avec la société et la culture française, dite moderne et cosmopolite. Et en tant que telle, l'ont isolé de son histoire riche et diverse. Comme le formule l'anthropologue Claire Nicolas, une préoccupation commune de l'époque coloniale était de créer des inventaires de la culture indigène pour distiller une réalité diffuse et désordonnée en catégories plus rationnelles, basées sur des identités collectives, organisées en termes de genre, ethnicité, religion, tribu, etc. Un Français en particulier, nommé Jean Besancenot, a joué un rôle important dans ce que l'on définit aujourd'hui comme l'habillement traditionnel marocain. Formé à l'École nationale des arts décoratifs de Paris, il a voyagé fréquemment au Maroc entre 1934 et 1939, dessinant, photographiant et documentant les parures et costumes locaux, qui ont été publiés dans son emblématique ouvrage « Costumes et types du Maroc ». Claire Nicolas confirme que son iconographie, à la fois photo et gouache, constitue aujourd'hui non seulement un vocabulaire visuel de vêtements dits traditionnels, mais prête aussi une aura de marocanité, d'une identité nationale vaguement définie, qui met en avant son caractère traditionnel. Les vêtements aujourd'hui dits traditionnels, ajoute-t-elle, récapitulent ses premières définitions et standardisations de multiples manières, définies en relation avec le passé de la nation, mais dont les formes et l'iconographie sont fortement inspirées de cette documentation du début du XXe siècle. Le fait que Jean Besancenot était formé en tant qu'artiste et pas comme ethnographe, que son travail était financé par l'administration française sous le protectorat et qu'il était un homme à documenter en majorité des tenues de femmes dans une société musulmane a incontestablement influencé son œuvre. De plus, une politique importante du protectorat, initiée par le premier résident général, Louis Hubert Lyautey, était de protéger et de préserver la culture indigène. Lyautey aurait dit, et je cite, « Rien n'est plus mortel pour l'originalité et le mal des villes orientales que par leur pénétration par les installations européennes modernes. La tendance naturelle des Européens à entrer dans un pays étranger est de préempter le centre, ce qui fait souffrir les Européens et les indigènes. Par conséquent, il a élaboré un plan d'urbanisation pour les agglomérations qui insistait sur une séparation complète des villes nouvelles européennes et des villes anciennes arabes, pour des raisons politiques, économiques, sanitaires et esthétiques, ainsi qu'à des fins d'urbanisme. Selon Janet Abou-Lougot, cette division a conduit à un système d'apartheid culturel et religieux par lequel, au fil du temps, les villes nouvelles ont été associées à la modernité et à la mode européenne, tandis que les anciens centres-villes arabes sont devenus le contexte d'un mode de vie et vestimentaire appelé traditionnel. Cette division artificielle entre la France dite moderne et le Maroc dit traditionnel a causé une dichotomie artificielle entre des notions de tradition et de modernité qui persiste aujourd'hui dans tous les aspects de la culture et de l'identité marocaine. En outre, le protectorat a non seulement conduit à l'introduction de la mode française au Maroc, mais a également déclenché la recherche d'une identité nationale unificatrice, dans laquelle la mode a joué un rôle clé. Les leaders du mouvement nationaliste, originaires de Fès, ont donné la priorité à leur héritage culturel arabo-musulman,
ce qui leur a permis non seulement de se distinguer clairement des colonisateurs catholiques, mais aussi de légitimer leur autorité par leur descendance du prophète et de s'associer avec la communauté pan-islamique. Comme l'explique l'anthropologue Hassan Rashik dans son ouvrage « Symboliser la nation », ils ont commencé à valoriser des vêtements et des tissus spécifiques pour symboliser cette identité nationale. Par exemple, le vêtement extérieur masculin, appelé djellaba, et le couvre-tête en feutre, appelé talbouche, sont devenus des modes populaires dans la première moitié du XXe siècle en tant que symbole d'une identité nationale. Bien que la majorité des hommes ait adopté la mode européenne dans la vie quotidienne, la mode dite marocaine est devenue particulièrement importante dans le contexte des manifestations, quand une insistance cérémoniale sur l'identité nationale était souhaitée. Les nationalistes ont également initié un boycott général contre les produits français, notamment les tissus, entraînant une revalorisation des tissus produits localement, particulièrement pour la fabrication de vêtements représentant l'identité nationale. Selon Hassan Rashik, les jlalab faits de matériaux étrangers sont devenus tabous, illustrant que même les tissus ont été choisis pour représenter l'identité nationale. Simultanément, la philosophie du mouvement indépendantiste incluait l'éducation des femmes afin qu'elles puissent participer à la renaissance de leur pays. Cette éducation et comme résultat non souhaitable, l'émancipation de la femme a eu un impact majeur sur la mode féminine. Par exemple, comme les jeunes filles n'étaient pas habituées à porter le vêtement féminin habituel appelé le haïk, elles ont été autorisées à adopter le vêtement extérieur masculin plus convivial, la djellaba. Cela a non seulement entraîné une transition révolutionnaire du haïk vers la djellaba pour la femme au fil du temps, mais aussi son statut de symbole de nationalisme, de l'émancipation féminine et de la modernité. Alors qu'aujourd'hui, la djellaba est considérée cache-misère, vieux jeu. Mais bon. Malgré la résistance des hommes conservateurs contre l'adoption de la djellaba par les femmes, la tendance s'est rapidement répandue et le vêtement est même devenu sujet aux tendances de la mode. Selon Hassan Rashik, les femmes à la fin des années 40 ont commencé à styler leur djellaba en les adoptant selon les dernières tendances, par exemple en ajoutant des épaulettes. Au début, les femmes portaient la djellaba en combinaison avec un voile, appelé l'hitam meliker, ce qui était également considéré comme un phénomène moderne par rapport au haïk. En 1947, cependant, la fille aînée du roi Mohammed V, Lala Aïcha, a prononcé un discours historique à Tanger à visage découvert. Étant la première femme membre de la famille royale à apparaître ainsi en public, elle a fourni une justification pour toutes les femmes de baisser le voile. Les membres de la famille royale continuent d'être des modèles influents quand il s'agit de la mode au Maroc. Les 3 derniers monarques ont consciemment utilisé la mode dite marocaine traditionnelle pour unifier le pays, renforcer leur pouvoir et concrétiser leur message politique, confirmant ainsi sa position de symbole de l'identité nationale. Ce qui est aujourd'hui considéré comme la mode dite traditionnelle marocaine est donc le résultat, d'une part, du besoin des colonisateurs de distiller et d'organiser une réalité diffuse et désordonnée en catégories rationalisées, standardisant des pratiques vestimentaires dynamiques et éclectiques dans des catégories clairement définies, les isolant de leur contexte historique sous la nomination intemporelle ancestrale.
D'autre part, c'est le résultat d'un besoin des nationalistes de créer des symboles standardisés et intemporels pour représenter une identité nationale unificatrice. Depuis les années 60, 3 générations de créateurs de mode ont continuellement redéfini et réinventé la mode au Maroc, et ce faisant, défier l'identité nationale essentialiste. La période postcoloniale a été particulièrement importante pour la mode, en raison de changements sociopolitiques, économiques et culturels importants dans la société marocaine. Une première génération de créateurs, dans les années 60, 70 et 80, composée de femmes de l'élite, n'avait pas de formation formelle en création de mode, mais plutôt un fort désir de modernité, de nationalisme et d'émancipation. Habituées des grandes marques de la mode européenne, ces femmes ont réinventé la mode au Maroc à partir d'un ensemble de vêtements et de matériaux devenus symboliques pour l'identité nationale, en les adaptant aux notions européennes de liberté et de confort. Elles ont redéfini la mode marocaine en introduisant des tissus légers et fluides, en réduisant la quantité de couches et de tissus, ainsi qu'en diminuant les largeurs et les longueurs. Simultanément, elles ont introduit des techniques de décoration qui n'étaient auparavant pas utilisées dans la mode féminine urbaine, mais qui sont aujourd'hui considérées comme ancestrales et traditionnelles. Ces décorations, qui étaient appliquées sur le linge de maison, des objets religieux et des vêtements masculins ou encore ruraux, étaient non seulement sélectionnées pour leur valeur esthétique, mais aussi parce qu'elles étaient uniques et par conséquent caractéristiques pour le pays. Au cours de leur voyage à l'étranger, elles ont également commencé à introduire des matériaux et des ornements d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie, qui eux aussi aujourd'hui sont considérés comme ancestraux et traditionnels. Simultanément, elles ont commencé à transformer des vêtements explicitement masculins en tenues féminines élégantes, reflétant l'esprit féministe de l'époque. Très avant-gardistes, leurs premières clientes étaient principalement des étrangères fortunées à la recherche de nouveautés et d'exotisme, ainsi que des femmes juives marocaines. Mais quand le roi Hassan II a imposé aux femmes marocaines à nouveau de porter le costume marocain pour les occasions formelles à la cour, plutôt que des robes de soirée occidentales devenues à la mode sous Mohamed V, toute la bourgeoisie marocaine a fait appel à ces innovatrices et à leur création considérée traditionnelle moderne. Ce qui est aujourd'hui estimé comme la tenue féminine traditionnelle, la tekcheta, portée lors de tous les événements socio-religieux importants, est le style introduit par ces premières créatrices de mode, avec le kaftan, la mansolia et la ceinture coordonnée en couleurs, tissus et décorations, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je vais vous montrer. Ah. Je crains que ça s'est bloqué. Oui, ça s'est arrêté depuis. Désolée. Ah non, il n'y a pas de souci. Petit souci technique. Non, non, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Oui, c'est un peu lourd, hein, parce qu'il y a beaucoup Ouais, parce de que... photos. Où est-ce qu'on est? Est-ce que vous êtes... Par là, oui. C'est ça? C'est ça. Ah ouais, c'est celle-là. C'est bloqué là. Désolée. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà, mais donc c'est plusieurs créatrices de la première génération qui en fait, c'est très marrant, mais
ne sont que documentés dans des revues de presse à l'extérieur du Maroc. À l'intérieur du Maroc, il n'y a aucune trace de ces femmes. Donc ça, c'est des revues espagnoles, américains, hollandais, c'est anglais, c'est incroyable, oui. Et donc voilà la reine hollandaise, bon, qui est à l'époque bien évidemment princesse, et qui est redevenue princesse maintenant, en Zina Gessus. Donc elles avaient vraiment une clientèle internationale de haute gamme. Ça, c'est un défilé de mode à l'ambassade du Maroc à Téhéran, en Iran, en 1970. C'est encore une fois une revue espagnole, mais c'était aussi un défilé qui a eu lieu à Marbella, donc en Espagne. Mais ça, encore une fois, donc ces créatrices avaient vraiment du succès à l'étranger. Et c'est seulement quand Hassan II a réintroduit le vêtement dit traditionnel pour les femmes qu'elles sont devenues de plus en plus populaires parmi une clientèle marocaine. Et voilà donc ce qu'on considère aujourd'hui, donc ce vêtement Tekcheta dit ancestral, il n'est pas plus ancien que les années 60 en fait. Parce qu'avant, c'était pas coordonné, c'était pas assorti, c'était pas ajusté. Et toutes ces broderies, tous ces perlages, toutes ces techniques de décoration ne sont pas plus anciens que les années 60. Avant, les caftans féminins, parce que déjà c'est un habit masculin à la base, donc il était bien évidemment beaucoup plus modestement décoré, ton sur ton. Mais une fois que les femmes ont commencé à l'adopter, pardon, parce que là je vais trouver. Est-ce que je peux l'arrêter ou pas? Non. Bien sûr, je pense que c'est. Où est-ce qu'il y a la pause? Il n'y a pas le truc. Non, je ne sais pas. Ce que je disais, oui, donc une fois que les femmes l'ont adopté, il était encore très modeste. Et une fois que c'est les femmes, les créatrices de mode, c'est eux vraiment qui ont introduit surtout les décorations. Parce qu'il était de loin, il y avait bien évidemment la passementerie qui est à la base sur le caftan masculin. Mais une fois que les femmes, là la passementerie est devenue plus élaborée. Et après les galons européens. Les galons c'est européen. Mais les Français justement cherchaient des nouveaux marchés pour vendre leurs galons. Et l'ont introduit. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une importance de connaître l'histoire de la mode au Maroc, surtout pour les créateurs d'aujourd'hui, et de déconstruire ce concept de tradition. Et pour les Marocains en général, d'ailleurs, je pense. Voilà. Une deuxième génération de créateurs est apparue au milieu des années 90, suite à des processus importants de démocratisation, de professionnalisation et de commercialisation. Grâce à la création d'écoles de mode, ces créateurs ont pu recevoir une formation formelle en création de mode européenne. Suite au succès des magazines nationaux et de leurs événements médiatisés autour du kaftan et de la djellaba, ces tenues ont connu un véritable élan de popularité. Les médias ont non seulement mis au défi les designers marocains de moderniser ce vêtement dit ancestral, mais ils ont également contribué à la valorisation de la profession, transformant les designers en célébrités nationales. En raison de leur formation, cette génération a commencé à introduire des esthétiques et des éléments de la mode européenne, y compris des pantalons, des jupes, des corsets et des décolletés, tout en utilisant des tissus et des décorations marocaines considérées traditionnelles. Souvent les mêmes que la première génération avait abandonnées sous le prétexte qu'ils étaient vieux jeux et démodés. Par exemple, ces larges ceintures que vous venez de voir. Ces créateurs ont connu un succès précisément parce qu'ils ont de plus en plus fusionné des esthétiques et des silhouettes de la mode européenne avec des éléments et des décorations dites marocaines, reflétant des processus croissants d'hybridation dans la société et l'identité marocaine.
Néanmoins, ils ont été cependant fortement critiqués pour avoir modifié, encore une fois, l'esprit de ce vêtement dit ancestraux. De ces vêtements, pardon, dits ancestraux. Depuis le début du XXIe siècle, une troisième génération de designers peut être distinguée, suite à une autre rupture significative de style. Contrairement à leurs prédécesseurs, ces créateurs rejettent de plus en plus l'ensemble de vêtements, de tissus et de décorations devenus symboliques pour l'identité nationale essentialiste. Ils développent plutôt leur collection en réinventant et en conceptualisant leur patrimoine culturel ainsi que leur identité nationale, en se tournant vers la diversité socioculturelle marocaine et en s'inspirant de la culture populaire, des styles de rue, du patrimoine culturel rural, ainsi que des influences dites universelles. Leur ambition de rompre avec une interprétation essentialiste de l'identité nationale basée sur l'héritage arabo-musulman représentatif de l'élite reflète un souhait général dans la société marocaine d'aujourd'hui pour plus d'égalité sociale et de liberté individuelle concernant l'identité culturelle et religieuse. Cette génération, plus encore que la précédente, est systématiquement accusée de ne pas être marocain et son travail est souvent incorrectement expliqué comme un processus d'occidentalisation et une perte de l'identité culturelle. Sunny Dolat, l'auteur kényan du livre Pas assez africain, décrit comment les créateurs de mode africains contemporains, qui sortent du cadre étroit de ce que le monde et d'autres Africains considèrent comme africains, sont accusés de la même manière. L'accent mis sur le patrimoine, dit-il, signifiant souvent un instantané du passé, a éclipsé des changements plus larges d'une compréhension mondialisée et plus égale de l'africanité. Des questions difficiles, dit-il, sont posées sur la place et l'autorité du regard universel du blanc, alors que les Africains embrassent l'inconfort d'une estime de soi-même réémergente. De la même manière que les nouvelles générations d'Africains se réapproprient le droit de nommer, de donner la priorité et de créer des espaces africains, les créateurs de mode marocains contemporains redéfinissent ce que signifie être marocain au XXIe siècle. Selon Sunny Dolat, ces générations assument le pouvoir de décrire et d'analyser leur propre monde par rapport à leurs divers points de vue. Et il ne devrait pas être important qu'une création provienne d'Afrique juste parce qu'elle est fabriquée à partir d'un tissu de wax. Tout comme copier n'importe quel vêtement en wax est devenu la représentation singulière du continent africain, conduisant à une carence de conception réelle, de nombreux designers marocains se sont sentis obligés de se limiter à des vêtements et des décorations dites traditionnelles, poussant à l'extrême le mélange et l'assortiment de couleurs, de motifs, de matériaux et de silhouettes pour explorer de nouveaux volumes et de nouvelles allures. Ce faisant, ils fournissent des arguments aux sceptiques de la mode marocaine qui prétendent qu'il n'y a pas de véritable innovation et conception dans la mode au Maroc. De la même manière qu'il est indispensable de démanteler le superconcept africain en tant qu'assemblage de mots, d'images, de sons, d'idées, de faiblesses, d'histoires et de défaillances associées à un continent entier, il y a un besoin urgent de libérer la mode au Maroc d'une identité nationale essentialiste. Hamid Irbou, auteur de l'ouvrage « L'art au service du colonialisme »,
confirme qu'il y a une réelle urgence de décoloniser la production artistique au Maroc et considère que le domaine de l'art moderne a été un terrain fertile où les artistes ont exploré et revisité leur identité nationale. Alors que les artistes appelés populistes ont repris des anecdotes de la vie quotidienne et des mythes locaux pour représenter leur identité nationale, les artistes dits nativistes ont fondamentalement rejeté toute influence de l'art dit occidental, adhérant à une image sanctifiée, ce qu'ils considèrent l'art marocain. Selon Irbou, ils ont réitéré des revendications semblables à celles faites par les nationalistes néo-fondamentalistes, qui ont encouragé les Marocains post-coloniaux à décoloniser leur esprit afin de promouvoir un système de pensée qui reflète le mieux leur spécificité culturelle. Les artistes du courant bipictoraliste, cependant, soutiennent plutôt que les artistes devraient revendiquer leur marocanité, non dans le contexte nationaliste limité et sectaire, mais en reconnaissant que l'identité marocaine est le résultat d'une collection de racines et d'une jonction de plusieurs cultures. La décolonisation culturelle, explique-t-il, implique la destruction de l'épistème culturel colonial, car les Marocains continuent à soutenir, consciemment ou inconsciemment, la centralité de la culture française. Simultanément, ajoute-t-il, ils doivent lutter contre leur propre tendance au réductionnisme culturel et reconnaître que l'expérience marocaine avec le colonialisme est antérieure au protectorat français. L'identité marocaine, dit-il, sort d'un amalgame de réalités historiques plurielles, notamment saharienne, africaine, ibérique, phénicienne, romaine, amazigh, arabe et européenne. En tant que sujets postcoloniaux, soutient-il, les Marocains doivent être conscients des barrières culturelles et politiques qui leur sont imposées par le discours nationaliste sur la production culturelle. C'est seulement en incluant les deux voix, explique-t-il, celle du soi et celle de l'autre, que le discours nationaliste peut mettre fin à l'étranglement de sa propre structure. La France ou l'Occident, conclut-il, ne devrait plus être l'ennemi éternel, ni le Maroc une victime permanente. Cependant, le référencement au patrimoine culturel pour symboliser une identité nationale est devenu un puissant outil de marketing pour les créateurs de mode au Maroc. Le mot beldi, qui signifie traditionnel, local et artisanal, en arabe marocain par rapport à roumi, qui signifie moderne, étranger, industriel, est devenu un mot-clé pour tout ce qui est authentiquement marocain. Comme le décrit Marilyn Halter dans son livre Shopping for Identity, The Marketing of Ethnicity, la recherche de l'authenticité est très liée à la nostalgie pour un moment idéalisé et figé où la culture était supposée être épargnée de la corruption automatiquement associée au développement commercial. Plus l'artificialité, l'anonymat et l'incertitude sont apparents dans un monde postmoderne, explique-t-elle, plus les quêtes d'expériences authentiques sont motivées et plus les gens ont envie de se sentir connectés aux traditions localisées, recherchant l'intemporel et le vrai. Selon Claire Nicolas, les designers marocains se retrouvent dans un paradoxe, car leur commercialité réside en partie dans leur association à la différence culturelle, alors que cette même différence culturelle menace leur appartenance à part entière à une communauté artistique ostensiblement universelle, composée de designers occidentaux qui, eux,
prétendent transcender les contraintes créatives d'une seule tradition culturelle. Selon elle, les créateurs de mode contemporains au Maroc négocient la reproduction d'images essentialistes et orientalistes de la mode dite traditionnelle, tout en revendiquant des inspirations cosmopolites d'autres traditions, également simplifiées en tant qu'indiens, africains, asiatiques ou encore européennes. En attendant, une fracture artificielle persiste entre la mode dite traditionnelle et moderne par rapport à un patrimoine culturel et une identité nationale essentialiste au Maroc. Les médias de mode contribuent à cette fracture, dans la mesure où ils utilisent la mode dite traditionnelle pour souligner leur identité nationale et pour se différencier des médias internationaux. En organisant leur événement autour de cette mode traditionnelle, ils forcent de nombreux créateurs à se limiter à des silhouettes et des décorations stéréotypées. En même temps, cette mode est un atout important pour l'image de la marque nationale et de l'industrie touristique, ainsi qu'un produit d'exportation important, surtout vers les pays fortunés du Moyen-Orient. Casamoda Academy, la principale académie de mode au Maroc, préconise à son tour l'enseignement de la mode dite moderne et, en se démarquant explicitement de la mode dite traditionnelle, confirme également cette division artificielle. Gérée par une directrice française, avec un nombre considérable de professeurs français et partiellement financée par des fonds français, l'école enseigne seulement l'histoire de la mode occidentale. Ceci non seulement perpétue l'idée que la mode est un phénomène occidental et qu'il n'y avait pas de mode au Maroc auparavant, mais n'encourage pas non plus la libération de l'épistème de la culture française dans la mode au Maroc. La majorité des étudiants s'opposent à l'histoire de la mode marocaine en rejetant la mode dite traditionnelle. Suite aux nombreux préjugés décrits ci-dessus, ils ne peuvent pas imaginer que leurs parents et leurs grands-parents pouvaient être innovants et avant-gardistes, ou encore pouvaient exprimer des identités individuelles à travers leurs vêtements. Selon eux, l'histoire de la mode au Maroc ne peut pas témoigner de nombreux changements, influences et innovations au cours de l'histoire. Et les créateurs qui les ont précédés n'ont pas pu être des vrais créateurs, visionnaires, avec une vraie créativité. Ceci démontre que tant que les futurs créateurs n'en sauront pas plus sur leur propre histoire de la mode, il est difficile de développer des identités de design forts et propres, inscrites dans une continuité historique. Et la majorité sera prédestinée à produire de pauvres copies de la mode occidentale. L'objectif principal de cet exposé a été d'expliquer l'idée erronée répandue dans la société marocaine contemporaine qu'il n'y avait pas de mode au Maroc avant, que la mode est un phénomène occidental introduit par les Français au début du XXe siècle, que le costume marocain est ancestral, traditionnel et authentique, et que tous changements sont le résultat direct des influences européennes, et donc pas marocains. Mes recherches m'ont amené à analyser de manière critique le rôle des collections publiques et de musées, de l'héritage colonial par rapport au patrimoine culturel, et de l'identité nationale essentialiste dans le design de la mode. Autant le concept de la modernité que celle de la mode continue de souffrir de paradigmes eurocentriques dans la plupart des pays non occidentaux. La mode a été définie pour correspondre au point de vue de ceux qui l'ont définie. Et pour eux, la mode se produit dans un système capitaliste d'innovation, de distribution et de consommation. Ils ont assigné la mode à la culture urbaine européenne,
tandis que les pratiques vestimentaires, qui leur paraissaient inchangées, n'étaient pas considérées comme mode, les qualifiant d'abord de primitifs, sauvages et exotiques, et plus tard de traditionnels, folkloriques et ethniques, a permis principalement à l'Occident de d'abord déshumaniser et plus tard de dévaloriser ces modes, ainsi que de se différencier d'eux. Pour cela, l'urgence de décoloniser la mode ne se limite pas au cas du Maroc et implique la nécessité d'entièrement revoir le discours autour de la mode et à formuler de nouveaux paradigmes de terminologie et de cadres théoriques.